Bienvenue à tout le monde à ce débat exceptionnel pour la thématique par rapport aux thématiques habituelles du Cercle Colbert, même s'il y a un lien évident entre ce phénomène de société qui est le burn-out et le Cercle Colbert, dans la mesure où le Cercle Colbert travaille sur les collectivités territoriales. Et on a prévu pendant la présentation et la discussion de comparer le phénomène du burn-out dans le domaine public et dans le public et dans le privé. Cette soirée est organisée en partenariat, est organisée par le Cercle Colbert, en partenariat avec les anciens de Sciences Po Strasbourg, les alumni Sciences Po Strasbourg, dont Emmanuel Spiri et moi sommes. C'est un débat qui fait écho à un prochain événement du Cercle Colbert. Si vous me permettez, Kika, de faire de la publicité pour nos prochains événements. Le 17 janvier, nous avons un événement sur les jeunes, enfin le 17 et le 8 février sur les jeunes et le travail. Enfin, le 17 janvier, c'est sur la prise en charge de manière très précoce des jeunes dans les quartiers défavorisés. Les jeunes particulièrement fragilisés. Et le 8 février, nous avons un débat à la Fondation Jean Jaurès, en partenariat avec la Fondation Jaurès et les mêmes autres partenaires, sur le recrutement des jeunes. Quelle réponse face à la grande démission, avec deux thématiques de fond qui sont d'une part l'évolution de la représentation du travail et de la place des travails chez les Français et plus particulièrement chez les jeunes. Et la deuxième thématique qui est les préoccupations sociales et environnementales notamment, qui font que les engagements ne sont plus les mêmes, que parfois les jeunes préfèrent, parfois par exemple les jeunes diplômés préfèrent travailler à 40% d'un salaire en moins dans des organisations associatives ou ONG qui donnent plus de sens à leur vie que des entreprises classiques. Voilà, je vous laisse, je vous promets, j'arrête de parler. Emmanuel va vous présenter. Alors, on a décidé de réduire un petit peu. Je pense que les gens qui viennent ce soir, compte tenu du sujet et compte tenu de la date, 2 jours avant Noël, sont des gens qui viennent évidemment pour vous et pour le sujet. Donc, on va réserver beaucoup de temps à la discussion. N'hésitez pas, Kika va intervenir une quinzaine de minutes et ensuite on ouvrira la discussion de manière libre et voilà. Donc Emmanuel, si tu veux bien merci, présenter Kika. Merci Henri de tes mots d'introduction, merci aussi à toi de nous ouvrir tous les trimestres. Ce magnifique endroit, l'ancien hôtel de la Païva pour nos conférences organisées par les alumni de Sciences Po Strasbourg. Quelques mots pour présenter notre conférencière de ce soir, Kika. Vous êtes fait connaître, c'était en janvier 2021, je crois, au moment de la sortie de votre ouvrage « Je ne te pensais pas si fragile » aux éditions Erol, initialement en grand format. L'ouvrage est ressorti cette année en 2022 en format de poche. Vous y racontez de manière très ouverte votre burn-out et également une situation de harcèlement moral. Bon, les deux choses sont distinctes, sont deux phénomènes distincts. Heureusement, tous les gens qui sont victimes de burn-out ne sont pas forcément victimes de harcèlement moral. Je pense qu'on vous y reviendrait un peu plus tard. Et ce qui m'avait amusé et séduit à l'époque, c'était le mode de promotion de votre ouvrage. Vous avez fait une sorte de road trip à travers la France, donc à la rencontre de vos lecteurs, bien sûr, mais aussi une sorte de tour de France des libraires qui diffusaient votre ouvrage et vous les receviez individuellement dans votre véhicule, à la fois pour une séance de dédicace et puis pour échanger avec eux. Donc je pense qu'à cette occasion, vous avez eu l'occasion, au-delà de votre propre cas personnel, d'échanger sur toute une série de situations de mal-être au travail, qu'il s'agisse du domaine privé de l'entreprise, qui est le vôtre. Vous travaillez à l'époque dans une entreprise qui commercialisait des vélos, en l'occurrence des cycles, ou dans le domaine public. Voilà. Donc je ne serai pas plus long. Henri a déjà dit beaucoup de choses. Donc, et
effectivement, un quart d'heure, 20 minutes de présentation, et puis après, la parole sera à la salle pour un libre-échange. Alors, juste pour compléter, nous avons prévu, il y a des livres sur la table, donc nous avons prévu une séance de dédicace si vous voulez acheter le livre et le faire dédicacer après la discussion. Et je compléterai également, si les uns et les autres vous le souhaitez, à l'issue des débats, des dédicaces, vous joindre à Kika et à moi-même notamment, on peut aller dîner dans un restaurant proche sur les Champs-Élysées, hein, donc pour continuer les discussions. Voilà. Merci Emmanuel, merci Monsieur de Grossouvre pour Henri, pour cette invitation. Je ne te pensais pas si fragile, c'est un roman, mais c'est largement inspiré de mon histoire. Voilà. Je dirais que c'est une fiction de la réalité. Alors, l'écriture de ce livre est arrivée, l'écriture m'a été prescrite à la clinique. Et c'est depuis la clinique que j'ai commencé à écrire. C'est un psychiatre qui m'a recommandé et prescrit l'écriture. Et donc, pour remonter le fil de mes mots, et de mes mots MAUX, j'ai commencé à laisser jaillir évidemment les émotions et ce qui venait. Et ce livre retrace ce parcours d'une femme qui avait coché toutes les cases de bonne élève. J'ai fait mes études dans un collège-lycée, peut-être que certains connaissent, Danielou, puis une école de commerce. Et après cela, j'étais plutôt entrepreneur. J'ai monté plusieurs entreprises et je me suis dirigée ensuite vers la voie du salariat pour pouvoir en même temps être maman et pouvoir continuer ma carrière. Cette histoire, c'est aussi un éloge à la fragilité, à la vulnérabilité. C'est un sujet qui aujourd'hui me tient à cœur parce que je ne te pensais pas si fragile. C'est la phrase que m'a dit mon patron à l'époque pour accueillir mes premières larmes. Voilà. Alors, comment retracer un peu ce parcours qui semblait sur le papier destiné et assez parfait, puisque j'incarnais la Wonder Woman des temps modernes, avec une vie de directrice commerciale. Hein. Je travaillais, comme Emmanuel disait, dans l'industrie du cycle pour développer une marque étrangère d'un grand groupe international sur le marché européen. Alors, il est évident que dans le contexte de mon histoire liée au burn-out, la précipitation par un management toxique et par un harcèlement moral est venue alourdir. La seule chose qui est importante, c'est de définir vraiment le burn-out, en fait, et de quoi on parle, en fait. Le burn-out, c'est, selon l'OMS, un épuisement. Un épuisement, c'est un syndrome, hein, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, il y a plusieurs signes à ça. Un épuisement physique, psychique et émotionnel. Le corps donne un certain nombre de signaux et va, au fur et à mesure, prévenir. Néanmoins, comme ce sont un syndrome et des signaux, ce sont des signaux qui pourraient correspondre à tout à fait autre chose et sur lesquels il y a comme une envie de ne pas forcément regarder ou écouter. Voilà. Je dis souvent que le burn-out est une panne des sens, mais des plus loin sens. On finit par ne plus avoir aucune sensibilité, aucune écoute à ce que le corps va vouloir dire, et le mental, lui, se précipite dans quelque chose qui est au service de votre autodestruction. Voilà. Le mental, il me poussait à me lever le matin et à me dire vas-y,
tu te reposeras plus tard, c'est pas grave. Les conditions de travail n'étaient pas réunies toujours pour me permettre de faire un travail de qualité. Ça, c'est important. Important de voir comment la notion du travail construit l'individu dans sa psyché. En quoi suis-je utile au monde? Ça, c'est le travail. Et c'est pour ça qu'il occupe une place très importante. Et au final, il y a, puisque le titre aujourd'hui de cet échange, c'est « Est-ce que ça n'arrive qu'aux autres ?» il suffit de se pencher sur des chiffres assez éloquents, que la crise sociale est venue doubler, 2,5 millions de salariés en burn-out sévère, 34% des salariés en burn-out sévère. On est sur des sujets aujourd'hui qui viennent retentir économiquement sur des paramètres du coût de la santé mentale, mais la santé mentale due au travail, à des problèmes d'absentéisme, de tous les coûts d'une manière générale, représente près de 3 milliards pour la France aujourd'hui. Donc on est dans quelque chose qui ne peut plus être ignoré, et de manière directe ou indirecte, c'est un sujet qui vient toucher chacun. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait écrire le travail Trav-I-A-I-E. Alors, c'est intéressant de comprendre ce mécanisme et finalement, comment est-ce qu'on finit par faire partie du problème et de ne plus être la solution soi-même quand on est dedans. Souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas démissionné? Pourquoi tu n'es pas parti? C'est compliqué. Les droits du démissionnaire n'existent pas. On est face à quelque chose qui va répondre à une fatigue, à des critères. Alors, j'interviens beaucoup en entreprise, je fais pas mal de prévention, et ceux qui sont intéressés, j'ai écrit sur un petit formulaire qu'on retrouve aussi sur mon site internet, et des petites vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, les 10 étapes du burn-out par lesquelles je suis passée, et qui permet à la lecture de se dire « oulala, je suis 7 sur 10, 8 sur 10 », et ça permet à ce moment-là de s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'on a une très très grande tolérance pour soi qu'on n'admettrait pas pour ses proches. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc quand on est dedans, et pour avoir travaillé dans le vélo et filé cette métaphore du vélo, j'avançais la tête dans le guidon jusqu'à pédaler dans la semoule. Voilà. Et je me suis réveillée donc un matin dans cette clinique avec cette culpabilité profonde qui me rongeait. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce que j'avais envie de transmettre cette déflagration émotionnelle de ce qui vient surgir au-delà du travail, puisque les ennuis au travail, on les ramène à la maison. Et comment, dans toutes les sphères dans lesquelles on œuvre, ça vient vous impacter en profondeur. Voilà. Je ne suis pas experte en psychopathologie du travail. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages d'experts en psychopathologie du travail. Je les ressentais très culpabilisants, puisque je cochais toutes les cases, donc c'était moi, donc j'étais malade. Voilà. Dans le processus de cette panne de sens, le burn-out est aussi la maladie de l'isolement. Voilà, on est très seul. On va finalement se couper puisqu'on n'y arrive pas et que les autres y arrivent. Et donc, il y a quelque chose d'une solitude profonde. Dans le cadre d'un management toxique, on peut rajouter aussi certaines techniques, tristement, de management qui sont divisées pour mieux régner et qui viennent accentuer cette solitude profonde que l'on peut avoir. Donc, ce récit, il s'est voulu d'une authenticité pure, pour venir poser des mots et libérer la parole, enlever cette honte que l'on pourrait imaginer avoir quand on se sent pas bien au travail, et se permettre, je dirais, de venir toucher
et apporter un peu de lumière dans ce tunnel. C'est pas évident, le regard des autres. Je peux vous assurer que quand on fait un passage à la clinique psychiatrique, on s'en dépouille, puisque le regard des autres est assez affligeant dans ce contexte-là. Donc c'est au moins ça que j'ai pu aussi gagner. Et globalement, ce que je peux dire, et après je vous laisserai la parole parce que je ne sais pas où est-ce que par rapport au temps Ça va, c'est parfait, ouais. pas de problème. Donc le road trip dont parlait Emmanuel, quand le livre est sorti, mon intention était d'aller le poser sur des tables au sein d'entreprises. J'ai pu réunir récemment chez GRDF, le médecin du travail du groupe, des managers, des préventeurs, le RH, poser cette histoire et venir voir comment réconcilier l'homme et le travail. C'est ce qui m'anime aujourd'hui profondément. Venir trouver des ouvertures, des discussions de comment travailler autrement. Voilà. Et il s'est avéré que cet éclairage, finalement, tout le monde travaille ensemble, est habitué, et on s'est rendu compte autour de la table que des cas très concrets de management se posaient. Le RH avait la solution, mais elle n'était pas arrivée jusqu'au manager. Et donc, aujourd'hui, finalement, peut-être que l'entreprise a aussi besoin de mieux communiquer sur les outils existants. La prévention, on le voit dans tous les chiffres, permet de réduire de moitié le coût des risques psychosociaux. Hein. Donc la prévention est extrêmement importante en termes d'action. Donc j'ai démarré un road trip avec un vieux combi Volkswagen. J'ai un vieux combi des années 70 et j'ai fait un tour de France, une trentaine de dates. J'ai vu près d'1 millier de personnes. J'ai fabriqué des magnettes à frigo que j'ai collées sur la carrosserie. La souffrance au travail, on en parle. Je suis allée faire la tournée des plages pendant l'été, capter les personnes en dehors de leur univers travail, en maillot de bain à la sortie de la plage. Ce qui devait être un lieu de dédicace est devenu un confessionnal. J'ai accueilli beaucoup de choses, de très belles choses, de tristes histoires, mais aussi de très belles choses. J'ai accueilli des personnes bouleversées par ce qui pouvait leur arriver. J'ai accueilli une maman qui a lu mon livre et qui m'a dit « J'ai besoin d'échanger avec vous parce que mon fils vient de se suicider au travail ». J'ai accueilli des managers en disant « Moi, je vais lire votre livre parce que je ne veux surtout pas passer à côté de ça dans mon équipe ». Ça, c'était mes rayons de soleil de la journée. Et j'en ai conclu que tout le monde est concerné. Secteur privé, secteur public, cadre, exécutant, hommes, femmes. On parle souvent que le burn-out, les femmes, et finalement, à l'intérieur de ce combi, il y a des hommes qui sont venus pleurer et qui m'ont dit « Merci de m'offrir cet espace, parce que je n'ai pas d'espace où pleurer. On ne m'autorise pas à pleurer dans le monde et dans la société aujourd'hui. » Donc, ça m'a amené à trouver une posture un peu plus juste. Je me suis formée au coaching pour pouvoir accompagner aussi dans la posture ce que j'entendais à travers ça. Et enfin, je me suis maintenant formée à l'animation d'ateliers d'écriture pour transmettre l'écriture comme le cadeau que j'ai reçu, parce que cette écriture, elle fait définitivement partie de ma vie, et j'anime maintenant à la librairie Erol, dans le 5e, des ateliers d'écriture pour se rejoindre soi et se rejoindre avec les autres par les mots. Et ce qu'il en sort est très très beau. Je crois que prendre du temps pour soi, prendre le temps à temps dans cette course effrénée à l'accélération dans le monde dans lequel on vit est quelque chose d'essentiel. J'ai vu sur ma route que des personnes en apnée, comme j'ai pu être, qui couraient après le temps comme des fous, sans savoir pourquoi. Ils couraient après quoi? Je crois que c'est quand on se met à ralentir que l'on peut voir les choses d'une autre perspective.
Et ralentir, c'est prendre le soin de se reconnecter aussi à soi et de reprendre le temps de se reconnecter à ses sens, à ses sensations qu'on a perdues. Et ce chemin de guérison, pour moi, m'a amené à quelque chose de très holistique. C'est-à-dire que la médecine, aujourd'hui, par rapport à un burn-out, elle va vous proposer une solution toute tracée, arrêt, psychiatre, cachet. Je peux vous assurer que ce n'est pas ce qui m'a permis de me relever. Quelque chose de très holistique qui englobe la tête, le corps, et l'esprit et l'âme. Et c'est tout ça dont j'ai eu besoin. Et je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance parce que j'ai pu me l'offrir, parce que je me suis battue pour sortir de mon entreprise. C'est aussi l'histoire d'un combat. Et sur le terrain, j'ai vu des gens qui n'avaient pas l'accès aux soins, qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un psychologue. Psychologue du travail, ils ne connaissaient même pas que ça existait. Psychologue du travail, on n'en parle pas assez. Et finalement, si cette fonction existe, c'est qu'il y a bien une relation avec le travail. C'est le travail qui a amené le problème, c'est pas moi qui suis le problème. Et je dois dire que ça m'a motivée à cofonder avec une amie une association qui s'appelle Chemin de Renaissance et qui aujourd'hui a 3 grands piliers: prévenir, guérir, rebondir. Et elle va intervenir au sein des entreprises pour faire beaucoup de prévention. Elle va construire des lieux sur le territoire national pour accueillir des personnes en souffrance et pour leur permettre de rebondir. Et ce sont les fonds baptismaux qui viennent d'être juste scellés. Et j'espère qu'il y aura de belles histoires et beaucoup de chemins de renaissance, comme moi j'ai pu vivre le mien à travers cette association. Voilà. Est-ce qu'il y a à ce stade, merci beaucoup, est-ce qu'il y a à ce stade des réactions, des questions, des commentaires? D'abord, je voulais vous remercier pour votre récit que je trouvais très émouvant et bouleversant. Et en venant, j'ai réfléchi évidemment à la question et comme je suis en général assez imbu de ma personne, je me suis dit, je vais trouver une solution et je me suis dit, j'ai tué la question. Et donc en fait, je me suis dit, bon, il suffit de 2 paramètres et c'était le sommeil, le sport. Et puis quand je suis arrivé, j'ai rencontré Christine qui m'a dit, mais est-ce qu'il y a seulement un syndrome de burn-out ou il existe en gros une typologie de burn-out, quoi. Là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Et quand vous avez expliqué la question qu'il y avait un paramètre déclencheur qui est extérieur à vous, c'est un phénomène important. Enfin, vous en avez parlé, mais je veux dire que c'est fondamental. Je pense le fait de se dire, j'ai un burn-out, mais il y a quelqu'un qui a engendré ce burn-out, enfin qui a fait en sorte... Un facteur aggravant. Oui, un facteur aggravant. Et déclenchant. Ouais. Et ça change quand même tout dans la manière d'aborder le problème. Alors que, voilà, j'avais pensé le problème sans ce facteur-là. Puisque sans ce facteur, on peut se dire, avec du recul, on peut trouver une solution. Mais si ce facteur est toujours là, l'élément toxique est là, à part quitter... à part le fait que cet élément toxique ne soit plus présent, c'est-à-dire que vous quittez ou vous quitte, ça va être compliqué, quoi. Mais dans un autre cas, il y a des solutions qui sont sûrement... qui sont envisageables pour ne pas arriver jusqu'à là. Enfin, oui. S'il y a pas... On est souvent dans le cadre d'un burn-out, c'est très peu la surcharge de travail qui est la cause. Il va y avoir un problème de valeur ou un problème de sens ou un problème... dans mon cas, par exemple, j'ai rédigé un rapport d'étonnement en disant j'ai 3 personnes en moins dans mon équipe, les budgets n'ont pas été révisés, on me rajoute des événements sponsoring, le Tour de France par rien, comment je fais? Et là on m'a dit c'est pas grave, on va t'offrir une formation en gestion de priorité.
C'est-à-dire que ce qui est de l'ordre d'une pathologie de l'organisation de l'entreprise vous est renvoyé comme une insuffisance personnelle. Et là, c'est douloureux, en fait. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le travail prescrit, et puis vous avez le travail rendu. Et entre les deux, c'est le travail effectif, c'est le travail que vous faites. Mais quand on ne vous donne pas les moyens de le faire, vous allez vous surengager. Alors ça peut durer un petit moment parce que moi j'avais une capacité de travail assez importante. Donc on commence à évidemment rajouter des heures, ramener du travail à la maison, compenser cette organisation chaotique. Mais si à un moment donné il n'y a pas une prise de conscience, un sprint, vous ne pouvez pas le courir. Un athlète, il a une ligne d'arrivée. Le corps, il a une limite. J'aimerais vous poser une question sur la réflexion sur le milieu. Et quand j'entends milieu, je veux dire deux choses. Un, le milieu personnel, en gros la personne déclencheur, mais aussi le domaine dans lequel vous êtes. Parce que pour moi, le vélo, j'ai vu Tour de France, tout ça, et maintenant je sais qu'on triche. Enfin, pour moi, c'est un milieu de triche. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas seulement la drogue qu'on prend, mais aussi les vélos même où on fabrique on met des petits moteurs, etc. Mais le fait de travailler dans un milieu, je trouve que ça a un rapport, de travailler dans un milieu qui, lui, au départ, pour gagner, on introduit de la triche. Enfin, je veux dire, ça va dire que ça, d'une manière ou d'une autre, ça va rejaillir sur l'équipe, quoi. Parce qu'on doit être meilleur que les autres. Enfin, alors, volontairement, j'ai maquillé le nom de l'entreprise et j'ai maquillé les noms des personnes parce qu'il n'était nullement question ni d'un règlement de compte ni de quoi, parce que ce que je voulais, c'était plutôt parler de quelque chose de très universel. Donc le milieu, en tout cas pour le milieu de cette multinationale dans laquelle je travaillais, était affiché avec des valeurs très profondes. Et pour même dire, très loin des valeurs chrétiennes affichées très profondes, et qui ne m'ont pas laissé penser une minute qu'on puisse être dans quelque chose de différent. Le discernement a été très compliqué pour moi. Pourquoi? L'entreprise, à travers le sport, qui est quand même un élément sympa, c'était cool. On était habillés à l'étiquette de l'entreprise, on avait des sorties vélo, j'ai emmené des clients grimper avec des personnes du Tour de France. Alors évidemment, moi-même, j'étais équipée d'un vélo électrique parce que sinon, je n'aurais pas suivi le Tour. Mais bon, c'était rigolo et sympathique de faire ce genre de choses. Donc voilà, des tas d'activités conviviales. On avait des baby-foot. Et donc, l'usage de ce bien-être au travail a compliqué mon discernement énormément. Parce que je me suis dit, mais non, ils sont humains, ça doit être moi. Je me suis remise sans arrêt en question. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui dise qu'un tel a triché, aller stigmatiser, oui, France Télécom, bouh, ils sont pas beaux, mais au final, ça ne résout pas le problème qu'il y a 2,5 millions de travailleurs aujourd'hui en souffrance au travail. Donc je crois qu'il y a un problème qui est pas lié que exclusivement à un milieu, tristement. Est-ce qu'il y a d'autres Non, c'était pas une société américaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Oui. Sur ces questions de valeurs affichées par l'entreprise, est-ce qu'on ne rejoint pas un petit peu ce qu'on peut nommer la tyrannie de la bienveillance, ou plus proche chez certains de l'utilisation de... La tyrannie de La bienveillance. Une notion qui est fondamentale, la bienveillance dans autrui, mais dont certains l'utilisent, font une certaine mascarade avec cette notion, sans certaines postures, et l'employé, le salarié se retrouve joué, et Juste pour présenter, Benoît est étudiant et responsable d'une association étudiante à Rennes, et Alain est fondateur et gérant d'une épicerie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je crois que la bienveillance, effectivement, c'est un mot qui est compliqué. En tout cas, compliqué à entendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout mettre
sur l'entreprise. Moi, j'ai fait la part des choses. Il y a des éléments qui ont généré dans le système, l'organisation, et puis il y a une part de responsabilité que je porte aussi, parce que finalement, la bienveillance commence par soi-même. Où est-ce que je me suis positionnée par rapport à quelles sont les limites, comment j'ai entendu ce qu'on m'a dit et qu'est-ce que j'en ai fait. Ça, c'est ma part de responsabilité dans l'histoire. Voilà, et c'est personnel. La bienveillance est dans... J'ai lu un livre intéressant, un livre sur ce sujet, Libre d'obéir, qui veut dire tout à fait... c'est très compliqué quand on est dans une entreprise qui est très corporate, parce qu'on va venir vous toucher. Ah mais non, mais si tu viens pas ou si tu fais pas, t'es plus très corporate. En arrêt maladie, un jour, j'ai ouvert mon armoire pour m'habiller et je me suis rendu compte que tout était logoté. L'entreprise était rentrée dans mes armoires, même mes serviettes de bain, parce qu'ils nous avaient fait toute une série pour Noël, ils nous offraient des choses logotées. Et la dernière année, nous avions reçu au Noël de l'entreprise un super appareil à smoothie pour venir sûrement nous booster en vitamines. Voilà. Et donc, c'est très compliqué de savoir si c'est prémédité, pas prémédité. En tout cas, à vivre dans l'expérience, ce qui est compliqué, c'est qu'on sent que soi-même, on ne tient plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se sent dans un échec épouvantable. Et cette fragilité que j'ai pas voulu mettre à nu au début, parce que peut-être cette sensibilité qui m'habitait, eh ben, je m'en protégeais. Voilà. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que cette fragilité, c'était mon humanité. Voilà. Et ça, c'est en allant voir un psy, quand j'ai passé la porte de chez un psy. Je lui ai dit, voilà, je pensais être Wonder Woman. Je ne pensais pas avoir de limites, il semblerait que je les ai dépassées. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider, m'a-t-on dit. Et il m'a dit, bienvenue chez les humains. J'ai adoré sa réponse et je lui ai dit, on va se revoir. Voilà. Donc voilà, je dirais la bienveillance, effectivement, il faut aussi la penser envers soi-même. Est-ce qu'il y a des... Juste deux réactions à ce que vous dites. La première, parce qu'en plus vous êtes revenu dessus, d'ailleurs ça fait écho au titre de votre livre et pour moi c'est un peu un paradoxe ou quelque chose en tout cas. Le fait d'être questionné, c'est je ne vous savais pas si fragile, mais j'ai plutôt l'impression, et vous avez à votre égard utilisé deux fois le terme de Wonder Woman, j'ai l'impression que ce type de burn-out et de harcèlement, etc., ça arrive plutôt à des personnes au contraire qui sont fortes, ou en tout cas qui, justement, qui sont extrêmement motivés, qui sont des moteurs dans un milieu professionnel, et qui, justement, donnent, Oui. et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que, et je crois qu'il y a eu un livre assez fameux sur le harcèlement moral qui montre que le harcèlement moral, le harceleur, il s'attaque plutôt à la personne qui a du répondant, etc. Et il va s'appliquer à l'esprit petit à petit. Donc je pense qu'effectivement, ça concerne plus ce type de... Il y a trois choses dans votre question. Il y a le profil bon client, parce que je dis qu'il y a un profil bon client, burn-out, oui, il y a un profil bon client, alors on va pouvoir. Ensuite, il y a le harcèlement, effectivement... ou d'une manière générale, sans le harcèlement, dans une équipe, on va demander à celui qui fait. Celui qui ne fait pas, on ne va pas trop lui demander ou on ne va pas trop insister. Donc, généralement, le bon collègue sur lequel on peut toujours compter, qui dit rien, qui va se dire oui, parce que, voilà, alors, effectivement, j'avais un profil entrepreneur, j'avais moi-même mon entreprise auparavant, donc il y a un truc urgent, je l'ai dans la tâche volontiers. Bon. Alors, le profil bon client, il y a un profil bon élève, il
qui aiment le travail bien fait, alors qu'aujourd'hui, tristement, on est sur quelque chose, on vous demande du vite fait, mais pas forcément du bien fait. Alors, le problème, c'est quand vous aimez bien faire les choses, il y a une frustration. Quand vous voyez, moi je voyais les marges de progression, j'avais la plus belle progression, j'avais fait plus 22% dans l'année en développement commercial. On avait réussi à pénétrer des nouveaux marchés, chez Intersport d'ailleurs. Et donc, je pense que le côté, la question très dangereuse de se dire quand on veut, on peut, le goût de l'effort. Voilà, certains coachs parleraient de driver, sois parfait, fais les efforts. Oui, définitivement. Et d'ailleurs, je peux dire, pour avoir fait des écoles élitistes dans les réseaux d'anciens, je croise beaucoup de personnes qui sont touchées ou qui se sentent touchées par ça. Alors après, ce qui est quand même très très important et de le dire, c'est que où se place la valeur travail, qu'est-ce qu'on reçoit du travail, la reconnaissance que ce travail m'apportait, le statut qu'il me donnait. Et en ça, l'expérience m'a permis de convoquer, quand j'ai tout perdu, quand je me suis retrouvée dans une clinique psychiatrique, en pyjama bleu. Alors là, vous n'êtes plus personne. J'étais plus une maman, j'étais plus directrice commerciale, j'avais perdu mon boulot, mais je vivais encore. Alors la question « qui suis-je » est venue. Et l'écriture m'a aidée à aller dans l'introspection de ce « qui suis-je ». Voilà. La différence entre la vie privée et la vie professionnelle, j'avais une vie privée, j'ai 2 filles, un mari, et c'est vrai que j'ai fait un choix d'avoir des moments de qualité avec mes enfants, mais pas du temps passé énorme. J'étais très souvent dans un milieu de courses, c'est les week-ends les courses, c'est pendant la saison, voilà. Donc j'ai vu des alertes à la fois dans mon corps et au sein de la famille. J'avais une petite fille à l'époque qui ne voulait pas rentrer au CP. Je lui ai dit, c'est incroyable, tous les enfants rêvent de rentrer au CP. Et elle m'a dit, j'ai pas envie de travailler pour avoir un travail comme maman. Et j'ai pas entendu ça. Et voilà. C'est votre comportement quand vous rentrez de la maison. C'est parce que j'avais une jeune fille au père, j'avais organisé tout, c'est-à-dire que le temps, la plus précieuse donnée était le temps. Comment gagner ma vie? C'était en gagnant du temps. L'optimisation du temps. Et c'est cette accélération aujourd'hui, où on vous demande toujours plus, mais avec toujours moins. Et c'est vrai que je le vois, ce flux. C'est assez terrible. J'ai une question sur les... Vous avez cité des chiffres sur Oui. la croissance, la recrudescence de burn-out dans les dernières années. Alors, la première question, est-ce que c'est quelque chose de très relativement récent ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé mais que l'on appelait autrement? Et comment vous mettez ça en perspective avec ce qui va être le sujet de la table ronde de février sur le recrutement des jeunes, l'évolution de l'importance du travail dans la vie des Français et dans la vie en général, en tout cas dans le monde occidental, qui autrefois on rentrait dans une entreprise, on faisait de 20 ans, 30 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, les temps sont beaucoup plus courts, la dépendance par rapport au travail est beaucoup plus grande. La fidélité, et la part que ça représente dans sa vie est beaucoup plus petite. Comment est-ce que c'est une réaction à ces problématiques dont le signal pourrait être un des signaux pourrait être le burn-out,
Ou comment vous mettez ça un peu en perspective? Moi, j'ai grand espoir dans les jeunes générations, vraiment. Elles sont à vouloir définir du sens, à savoir peut-être aussi mettre des limites et savoir dire non. L'évolution un petit peu du travail et de comment on est passé finalement de ces valeurs d'engagement, de fidélité et de loyauté, parce que moi j'ai senti un grand conflit de loyauté, c'est-à-dire que quand je me suis investie profondément dans mon entreprise et qu'il y a eu un besoin, j'ai pas eu cette loyauté en retour, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une injustice ressentie profondément. Auparavant, vous pouviez avoir un CDI et être parfaitement rassuré. Je crois que personne ne peut être rassuré aujourd'hui d'avoir un CDI parce qu'il suffit qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne qui change et tout peut se bouleverser. J'aimais profondément mon travail, j'aimais profondément mes équipes. Une personne a changé, c'est le PDG de la filiale qui a changé. Et ce jour-là, tout s'est modifié et tout l'univers s'est modifié. Donc, je crois que les jeunes, ils ont peut-être vu aussi des générations s'user. Quand on parle de travailler en vaut la peine, je crois qu'il n'est pas sujet de pénibilité. Voilà. Et je crois que les jeunes, ils ont un peu plus ce sens-là. Et si on regarde finalement cette grande démission, mais si on regarde aussi le recrutement, à mon époque, je devais draguer une entreprise. Oui. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va user de tous ses artifices pour draguer. Donc, je crois qu'effectivement, c'est plutôt peut-être bon signe par rapport à ce sujet-là. Quand j'avais une question sur la distinction entre le public et le privé, parce que, comme vous le rappeliez, lors de votre road trip, oui, vous avez rencontré toutes sortes de personnes, et puis dans l'imaginaire collectif, on peut penser naïvement que les choses doivent être beaucoup plus cool dans le public, alors c'est certainement faux. Et au contraire, l'entreprise, elle est mue par le principe de l'appât du gain, donc avec des relations de travail beaucoup plus dures. Bon, je fais un peu la question et la réponse, hein, en partant du principe que en sociologie des organisations, le burn-out est souvent d'expériences liées à des dysfonctionnements lourds organisationnels. De mon point de vue, il n'y a pas de différence. Hein, mais peut-être que vous avez une autre opinion. Peut-être pour compléter ce que dit Emmanuel, c'est vrai qu'au sein des collectivités territoriales, il y a une évolution depuis quelques années, et toutes les formations qui se mettent en place vont dans le sens de l'efficacité, c'est-à-dire que, pour le dire de manière simple et résumée, un peu triviale, on est en train d'appliquer les méthodes d'efficacité du privé au service public, avec moins de moyens, avec des fonctionnements différents. Comment dans les gens qui sont venus vous voir, par exemple, dans votre... Je vous dis, j'ai vu près d'1 millier de personnes et je ne pensais jamais arriver à ce constat de vous dire que pour moi, dans ce que j'ai vu et vécu, c'est pire dans le public que dans le privé. C'est pire. Voilà. Et il n'y avait pas une ville où il y avait des membres de la mairie. Pas une ville dans laquelle je passais où il n'y avait pas des membres de la mairie qui venaient. La mairie, structurellement, dans son organisation, avec des élus et toute la partie administrative, mais il y a quand même des passerelles sans avoir de hiérarchie. Enfin bref, c'est bizarrement construit. Je ne pensais pas à ce point-là. Le problème, c'est qu'à la fois, il y a un droit de réserve pour beaucoup de fonctions publiques qui empêche de dire les choses. Il n'y a pas de médecine du travail. Dans la fonction publique, il n'y a pas l'équivalent. Il y a un médecin conseil, mais ce n'est pas du tout la même chose que l'organisation de notre médecine du travail.
D'ailleurs, pour parler, on voit dans le privé une augmentation, je dirais, fulgurante des burn-out, et en parallèle, alors que la prévention est demandée davantage, ces dernières années ont été réduites, c'est-à-dire la consultation du médecin du travail qui était obligatoire tous les 2 ans est passée à une fois tous les 5 ans. Donc il y a des incohérences entre ce que l'on confronte sur le terrain en termes de chiffres, de besoins, et la réalité. Donc effectivement, moi-même, j'avais une vision de la fonction publique qui pouvait porter sens dans le sens je suis protégée quelque part par mon emploi, mais alors être protégée dans une sorte de prison où vous êtes peut-être harcelé ou dans laquelle il y a des enjeux toxiques ou problématiques, là c'est d'une souffrance inouïe. Et pour en sortir, et on parle aussi, parce que on parle pas que du privé, du public, on parle aussi de toutes les professions libérales aussi. Parlons-en, les avocats sont dans des souffrances épouvantables. On est dans les pompiers, oui, enfin les médecins du travail en particulier. Ils sont submergés. Donc en fait, voilà, il y a un vrai sujet sociétal sur lequel plus on va savoir définir les signaux, plus on va pouvoir être attentifs les uns aux autres pour pouvoir extraire, signaler, accompagner les personnes. Et en ce sens, j'aimerais beaucoup, à travers mon association, pouvoir avoir voilà, ces réseaux de sentinelles et de pouvoir veiller, voilà, veiller les uns aux autres. C'est pas facile dans sa propre entreprise ou dans son propre travail de parler de cette souffrance. Pourquoi ? Parce que vous allez venir poser quelque chose qui est de l'ordre de peut-être vécu comme un échec personnel, puisque les autres s'en sortent et pas vous. C'est pour ça que l'intention est de pouvoir créer des lieux à l'extérieur et de pouvoir accueillir ça. Et voilà. Donc, effectivement, j'ai vu le public très, très abîmé. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Mon épouse ne s'est pas présentée, mais elle est agent public. Elle est présidente d'une chambre privée. Et moi-même, je dirige des collectivités territoriales, des services des ministères et des établissements publics depuis plus de 20 ans. Donc, mon intervention est dans la droite ligne de ce que Henri Boursault a commencé à dire et ce que je viens de reprendre. Il me semble qu'on peut trouver des facteurs individuels, qu'ils soient du côté personnel, qu'ils soient du côté du manager, de l'environnement. Mais ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'on a un phénomène global qui doit nous interroger profondément d'inadéquation entre les objectifs qui sont fixés aux personnes et les moyens dont ils disposent pour les réaliser. Alors, évidemment, côté service public, vous avez parlé de mairie, je trouve que j'ai plusieurs. On pourrait parler de l'hôpital, mais oui. On pourrait parler de la police, on pourrait parler de la magistrature. Il y a une question aujourd'hui absolument extraordinaire, qui est un défi, me semble-t-il, colossal, qui est véritablement de réinterroger le service public. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans les précédentes interventions, c'est qu'il y a un moteur supplémentaire de gens qui font un service public, évidemment qui veulent faire leur vie à gagner pour avoir un salaire. Mais il y a la fonction veulent aussi servir le public. Oui. Et donc ils sont en quelque sorte leur auto-flagelleur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait la mission qui est assignée, on va rester à son poste, on a une forme d'étirement du temps et nos collaborateurs, quand on les voit tous les uns après les autres s'épuiser, c'est pas parce que ce collaborateur est mauvais, c'est bien parce que l'organisation pose problème. Et si dans toutes les organisations identiques, on fait l'observation qu'il y a ce type de problème, je vous rejoins complètement, j'ai vu depuis 20 ans s'aggraver de façon considérable le nombre de cadres abîmés ou de collaborateurs qui disparaissent. Et je terminerai parce que je ne sais pas si je serai là à la prochaine conférence sur les jeunes. Vous avez évoqué la problématique du CDI et du statut. Ce qui me frappe aujourd'hui de plus en plus, c'est le renoncement à ce statut. Mais bien sûr. C'est-à-dire que dans un entretien de recrutement, l'une des premières questions posées précédemment était
Au bout de combien de temps est-ce que je peux passer mes concours internes? Au bout de combien de temps est-ce que j'aurai mon CDI et les accès à la préparation de concours, etc. Nous n'avons plus jamais ces questions-là. Et, le 80-20 s'est inversé. En revanche, ce qui devient absolument flagrant, c'est que l'importance de la mission, vous avez parlé de sens tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu ce poste, il m'intéresse parce que, ok, donc si vous faites satisfaction, dans 6 mois, dans un an, on va vous faire un CDI. Alors, la mission, elle va se terminer dans un an, dans 2 ans, je sais pas où je serai, votre CDI ne m'intéresse pas. Le montant de la prime, le montant du nombre de projets, l'effectivité de la mission de responsabilité, oui. Voilà. Donc vraiment, moi, je peux parler encore de tout cela pendant quelques minutes, voire heures, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose sur le service public qu'il faut revoir. Je terminerai par une chose, c'est qu'il se trouve que j'ai 3 frères, dont 2 travaillent dans de grandes entreprises, Renault, la BNP, qui ne sont pas réputés pour être le service public, que je sache. C'est un moment, mais c'est pas le cas. Et donc, en réalité, quand on regarde une problématique que je viens d'évoquer sur le recrutement, sur la fragilité des cadres, sur la pression entre l'équation des objectifs et des moyens, les grandes structures comme celles que je viens de citer, aujourd'hui je dirais Sorbonne Université, c'est beaucoup de personnes, 55 000 étudiants, donc voilà, c'est des grandes structures. Eh bien, à la BNP ou chez Renault, ils remportent les mêmes. Je rebondis, c'est cette notion de cette valeur en fait, la valeur que l'on met derrière aussi ce travail et donc ce service et ce que l'on veut rendre. J'ai été très émue par cette magistrate qui a eu un infarctus à Nanterre. Vraiment, ça m'a bouleversée. Je crois que la première cause de mortalité chez la femme est aujourd'hui l'infarctus du myocarde. On ne va pas nous faire croire que c'est le tabac ou l'alcool ou d'autres dépendances. Voilà, donc le stress chronique et cette incapacité de faire son travail. On parle de qualité de vie au travail, mais finalement, il faudrait parler de la qualité du travail. La qualité du travail. La qualité de vie au travail, c'est Marie Peset qui disait ça, c'est un peu comme les pommes bio dans une salle amiantée. Mais c'est exactement ça, en fait. Allons voir quelle est la qualité du travail. Et ça, c'est un vrai sujet sur savoir écouter et répondre aux besoins et aux moyens pour pouvoir les déployer. Et c'est un sujet voilà, majeur pour redonner cette flamme. Parce que dans ce court-termisme aujourd'hui, puisque qu'est-ce qu'on promet aux jeunes des écoles, hein, on va leur dire, moi-même, fais quelques années, puis après tu pars, parce que c'est mieux pour ta carrière de changer. Donc finalement, vous avez parfois un processus systémique où les mesures qui sont mises en place, la personne n'est déjà même plus là quand elles auront des conséquences. Merci. Je travaille dans les collectivités territoriales depuis 25 ans, donc je vais juste appliquer avec tout ce qu'on vient d'entendre que ce qui était difficile aussi, c'est de se dire que le service public est réellement en danger. Parce qu'avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le devoir de réserve, etc., le sens de servir aussi le public, je pense qu'aujourd'hui, le service public globalement, on a cité les hôpitaux, on a cité les collectivités, on peut citer effectivement la police, la magistrature, etc. Il y a aussi cet enjeu-là, pour moi, qui suis vraiment une ferveur défendrice du service public. Mais bien sûr, parce que le travail tue aujourd'hui, parce qu'on sait sur ces professions-là, les suicides, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que ça va jusque-là. Je dois vous avouer que moi-même, j'ai eu à un moment donné envie que ça s'arrête. C'est pas que j'ai eu envie de mourir, c'est que j'ai envie que cette souffrance s'arrête, tellement c'était épouvantable. Donc on est dans une comment dire, dans une urgence, vraiment, dans une urgence d'agir et de repositionner au cœur l'humain, vraiment. Et ça... Il y en a qui piaffent depuis tout à l'heure. Je voulais dire 2 choses par rapport à ce que vous dites. La première, il existe un ouvrage, un best-seller,
mais qu'il faut prendre au sérieux, qui est le pendant à votre livre, probablement, qui s'appelle Rien à foutre. Mais qui est sérieux, hein, c'est fait par un type de 35 ans, d'américain. Et Rien à foutre, c'est dire en gros, apprends à prendre du recul, parce que c'est quand même ça dont il est question. Et la deuxième chose par rapport à ce que monsieur a dit, mais vous le disiez avant qu'il le dise, c'est en fait, on vit dans un monde, et c'est pour ça que pour moi il existe un autre paradigme qui est l'ESS, hein, il a dit épicerie solidaire, mais en fait l'ESS c'est l'économie sociale et solidaire. C'est dans ce paradigme majoritaire, enfin, dans l'économie traditionnelle, c'est je dois faire plus avec moi. Mais comment avec le cerveau qu'on a, je veux dire, je comprends un peu comment il fonctionne, comment je peux faire plus avec moi? Je peux faire plus avec moi, mais qualitativement, ça sera moi, quoi. Et donc, on ne peut pas résoudre ça. On nous demande de le résoudre, mais on ne peut pas le résoudre. Donc après, il y a ceux qui acceptent le truc, qui se disent « Ok, tu m'as demandé de le faire, mais je vais le faire. Mais je sais que ça sera bâclé, mais j'accepte le truc. » Et puis il y a ceux qui se disent, qui le prennent au sérieux, quoi. Et donc des gens un peu bon élèves qui se disent « Mais j'y arrive pas. » Et donc c'est comme ça un cri profond. Donc ça veut dire mais c'est moi qui n'y arrive pas. Ou, enfin parce que vous, en fait, vous ne remettez pas le système en cause, vous me remettez vous en cause. Et c'est pour ça, de mon point de vue, qu'il y a le burn-out, quoi. Si on remet le type qui a écrit Rien à foutre, lui il remet en cause le système. Ah, mais donc il dit vous prenez du recul, donc vous n'allez pas tomber de burn-out, quoi. Mais à partir du moment où vous rentrez dans le... Enfin oui, vous croyez que c'est vous. Non, j'apporte une modération. Je pense que dans un système, il y a deux parties. Voilà. Il y a le système et il y a comment j'ai ma responsabilité dans ce que j'ai entendu et de comment j'ai réagi. C'est deux choses. Parce qu'il faut, pour qu'il y ait deux personnes, il faut que les deux interviennent dans le système. Et donc, je crois que c'est aussi responsable de savoir à un moment donné dire non. Effectivement, qu'est-ce que ça, enfin, de la manière, peu importe dont je l'aurais dit, ça m'aurait emmené à perdre mon travail et à devoir chercher ailleurs, puisque je ne correspondais peut-être plus à ce qu'il en était. Mais très souvent, effectivement, on parle de harcèlement moral, et c'est pas toujours la volonté intrinsèque du manager d'être toxique. C'est parfois le système qui le contraint. Le management est un vrai souci. Le management, on peut être promu manager en fin de carrière alors qu'on ne l'a jamais été. On peut avoir été un excellent collaborateur et un manager absolument déplorable. Je crois que dans l'équation dont vous parliez, faire plus avec moins, moi je dirais faire mieux avec moins. Et là, ça serait plus juste en fait. Voilà. Et comment faire mieux? Voilà. Et dans cette sobriété qu'on nous demande tous aujourd'hui. Mais l'entreprise durable doit aussi être durable pour les éléments hommes qui sont dedans, parce que sinon, on part à quelque chose qui n'est plus OK, en fait. Je vais vous poser une question par rapport aux 10 cases qu'il y a à cocher dans votre livre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Oui. Malaise. Donc, est-ce que ça fait partie des 10 cases qu'il y a à cocher? Dans les 10 cases, je vais vous les nommer rapidement. La pleine confiance au début. Moi, je considère le burn-out un peu comme quelque chose de très grisant. Vous êtes sur une route avec un bon véhicule, c'est grisant, vous aimez ce que vous faites, la vitesse, c'est sympa. Donc vous êtes en pleine confiance. Quelqu'un qui n'est pas engagé ne sera pas touché par ce genre de choses. Hein. Donc on rejoint les personnes fortes, les personnes engagées. Donc j'aime mon travail, je suis investie, j'ai une conscience professionnelle, voilà, qui est aujourd'hui la pathologie propre au burn-out. Voilà. Ensuite, on met les bouchées doubles parce que l'organisation du travail est souvent défaillante dans son système ou dans son organisation, manque de moyens ou manque d'effectifs ou manque de temps, enfin voilà. Donc on va avoir un sentiment de solitude par rapport à ce que l'on va devoir faire et l'engagement pour pouvoir réussir aussi sa mission. Alors, je rajouterais aussi que dans mon entreprise, je me suis rendu compte, parce que quand j'ai commencé à essayer de comprendre de quoi il s'agissait, nous avions des objectifs et des entretiens annuels individuels.
et les objectifs individuels étaient contradictoires. J'étais intéressée directement au chiffre d'affaires et un de mes collègues dans mon équipe était intéressé à la marge. Donc à un moment donné, on allait se tuer. Donc vous voyez, c'est pousser la performance en invitant chacun avec des objectifs différents. Après, la troisième étape, c'est la baisse de régime, problème de concentration. Je deviens plus lent, je dois travailler plus. J'ai des maux de crâne, de nuque, de dos, de vue. Finalement, j'ai mal au dos, mais j'en ai plein le dos. Aujourd'hui, vous iriez voir un dentiste qui vous explique la recrudescence de bruxisme, des gens qui grincent des dents la nuit. Alors, serrer les dents, ça a déjà un symbole assez fort, mais quand vous le faites la nuit, c'est vraiment le stress qui ressort. Voilà. Alors, la quatrième étape, c'est le pilotage automatique. Anxiété, insomnie, fatigue, perte de performance au travail. Et ça, on s'en rend compte. Moi, je me rendais compte que ce qu'ils me demandaient un jour m'en demandait deux. Donc là, ça vient impacter directement la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà. Donc, on peut faire des petites erreurs d'inattention, etc. La cinquième étape, j'ai nommé ça le décrochage. Plus de pause, échanges difficiles avec les collègues, travail à la maison, plus d'énergie pour les loisirs. C'est-à-dire qu'on se coupe de ses propres ressources, de ce qui nous aurait rechargé. C'est-à-dire que j'étais tellement fatiguée que j'allais plus me promener le week-end en forêt parce que sinon j'arrivais même pas à me lever le lendemain matin. Donc il fallait que je puisse avoir des périodes imaginées de sommeil. Mais en fait, c'est pas un sommeil qui répare. La fatigue émotionnelle ne se répare pas par une cure de sommeil. Et c'est un des éléments sur lesquels il faut être extrêmement vigilant quand le sommeil n'est plus réparateur. C'est-à-dire, vous partez en congé l'été, vous revenez. Et pourquoi il y a autant de burn-out statistiquement dans les mois de septembre et octobre? Parce que les personnes se rendent compte que leurs 3 semaines de congé et que les prochaines vacances sont très très loin et que finalement, ils ne tiennent pas le coup. Ensuite, il y a l'alarme déclenchée. Aller au travail me demande un effort considérable. Mon corps parle. Ensuite, c'est la sortie de route. Isolé, méfiant. Alors, on commence ou pas à prendre un arrêt de 3 jours. C'est très compliqué. On n'a pas parlé de l'arrêt. Très compliqué. Se faire arrêter alors qu'on n'a rien physiquement. Moi, j'ai rêvé d'avoir une jambe cassée ou quelque chose qui aurait pu justifier cet arrêt. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis, si on s'arrête, ça veut dire que déjà, l'équipe est débordée. Alors, si le capitaine quitte le navire, comment il le laisse aux autres? Donc, il y a une très grande culpabilité. Donc, c'est assez compliqué. Donc, moi, j'ai pris tous mes congés sans le solde, des RTT, etc. Mais ça ne m'a pas permis de me reposer. La 8e étape, s'accrocher. Alors là, mon meilleur ami était le pharmacien. Vitamines, phytoses, médicaments. Alors certains vont utiliser les cigarettes, les alcools. J'avoue, dans mon tiroir, j'avais du Red Bull. Parce que je me disais, si jamais j'ai un coup de fatigue, j'ai toujours ma petite canette de Red Bull. Voilà. Dans ma voiture aussi, je faisais beaucoup de kilomètres. J'en étais arrivée à avoir ce genre de choses. À la maison aussi, tout était difficile. Parce que ce livre, il parle aussi de la femme. Le 3e chapitre se nomme le mamathon. Et donc, on est vraiment après la journée de marathon, la journée du mamathon, qui continue et qui vient accentuer la charge mentale, parce qu'on parle aussi bien de charge mentale. Donc, tout est difficile. Le 9e étape, c'est la culpabilité. Mon travail n'a plus de sens. Je suis dépassée, submergée, désillusion. Mon travail devient une obligation matérielle. On perd le sens, on perd le fil. Et la dernière étape, c'est le crash. Ce matin, je ne peux plus me lever. Mon corps, d'une manière ou d'une autre, m'a lâché. Dormir est mon unique besoin. Des idées noires m'assaillent. On est à la fin, finalement, envers un corps que je remercie aujourd'hui, parce que je crois que s'il n'avait pas lâché, je ne serais pas là. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est d'être à l'écoute, profondément à l'écoute de cette petite voix intérieure, parce qu'elle est là et on n'écoute pas assez. Et écouter son entourage. Oui. Parce que l'entourage voit des choses que soi-même on ne voit pas.
Vous avez cité l'exemple de votre fille, votre enfant en l'occurrence, ça peut être le conjoint qui... voilà. Bah, je faisais. Ah non. Ah ben j'étais épuisée, mais il fallait bien, quand on a un enfant qui a 6 ans ou 7 ans. Hein? Non, ben je faisais comme je pouvais. Après, moi j'ai fait le choix de dire à mes enfants ce qu'il en était. Je crois que justement, écouter sa voix intérieure, écouter aussi son intuition. Quand l'enfant vient vous voir et vous dit maman, je te sens triste, oui, je suis triste. Sinon, on va commencer à lui expliquer que ce qu'il ressent est faux. Alors, c'est un mensonge que je n'ai pas voulu faire. Donc, effectivement, j'ai pris beaucoup de soin à expliquer à mes enfants, mais en même temps, j'étais dans un engrenage. Vous imaginez le tourbillon de l'essorage d'une machine à laver, et en fait, vous vous agrippez, et vous avez la sensation que si vous lâchez, vous allez mourir. Seulement, c'est si vous lâchez pas que vous allez mourir. Mais ça, on le comprend que quand on lâche. Je voulais juste avoir un écho, effectivement, sur le public, et il y a des choses qui sont intéressantes et qui font écho. Une première chose, j'ai vu, moi, je suis magistrat, donc normalement, je ne devrais même pas pouvoir vous parler, parce que, effectivement, on a un droit de réserve, on ne peut pas, c'est vraiment de loyauté de parler de son milieu professionnel quand on vient du public. Et heureusement, les choses évoluent dans la magistrature, vous avez pu en parler, pas suffisamment. Vous avez pu en entendre parler. Alors, simplement, 3 choses en fait. J'ai été à la fois juge du travail et je suis magistrat, vous avez compris, depuis quelques années. En fait, j'ai changé sur le tard de profession. J'ai toujours été dans le service public, mais comme contractuelle. Cette petite flamme intérieure m'a poussée et à franchir le pas vers la magistrature. J'ai fait une intégration interne, donc ça m'a demandé énormément aussi d'engagement, comme vous dites, de croyance, que c'était place, ça l'est toujours, je pense que c'est d'ailleurs. Et donc, alors, il se trouve que dans ma petite carrière professionnelle, j'ai été juge du travail et j'ai pu, pour le coup, comparer un petit peu et même être dans une espèce de schizophrénie, je vais vous dire tout de suite, parce que en tant que juge du travail, j'ai condamné des employeurs. J'ai condamné des employeurs pour leur manquement à l'obligation de santé et de sécurité, qui est quelque chose maintenant qui, heureusement, dont on parle beaucoup. On le voit beaucoup dans les entreprises privées, qui a problématique des risques psychosociaux, etc., etc. Et donc, alors, on s'y engage, je vois que les entreprises s'y engagent parfois avec beaucoup de sincérité, parfois parce qu'il faut le faire et qu'il faut trouver des parades pour éviter justement ces contentieux, etc. Beaucoup de harcèlement moral aussi qui viennent en contentieux. Là aussi, c'est difficile de reconnaître le vrai harcèlement parce que malheureusement, c'est devenu aussi un peu la tarte à la crème, excusez-moi, en contentieux en droit du travail, tout simplement à cause du Brian Macron, parce que le harcèlement, ça permet de... Voilà, donc c'est assez compliqué. Mais pour vous dire les choses, j'ai condamné des employeurs en entrant à leur obligation de sécurité et je me suis rendu compte au bout de 7 ans que moi, je n'avais jamais vu un médecin du travail. Ça fait 7 ans que je suis intégrée dans la magistrature, je l'ai dit d'ailleurs. Judiciaire, un jour, je me dis, est-ce que tu te rends compte? Parce qu'il y a eu ce mouvement-là autour des 3000 magistrats qui sont devenus 6000, d'ailleurs cette pétition qui a fait grand bruit, qui est partie des jeunes magistrats, ou l'association des jeunes magistrats. Il y a eu un suicide parmi ces jeunes magistrats et ça a libéré une parole collective qui a été cette pétition qui a été signée au départ par 3000, il y a 6000 dont je fais partie. Qui l'ont signé au final. Vous voyez déjà cette espèce... Là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je condamne des employeurs dans le privé en leur disant vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour éviter le mal, pour éviter les harcèlements, etc. Et moi, je n'ai jamais vu un médecin du travail depuis 7 ans. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire, rien à foutre, c'est pas évident. C'est pas évident, alors quand on est dans le privé ou dans le public, en tout cas quand on pense qu'on a quelque chose à faire à la place où on est, quand on croit à l'organisation dans laquelle et à l'objectif qu'on se fixe, quand je me retrouve, parce que celui qui est face aux justiciables et qui va leur dire « Madame, Monsieur, je sais que vous attendez votre procès depuis 1 an, que c'est le procès de votre vie, etc. Mais malheureusement, on m'a tellement bourré mon rôle d'audience que je ne vais pas pouvoir prendre votre affaire, je vais être obligée de la renvoyer. »
C'est vous qui êtes en face du justiciable, c'est pas le système ou le garde des Sceaux, etc., qui nous dit qu'on a un super budget. Moi, j'aimerais bien savoir dans mon travail quotidien où il est ce budget, pour dire les choses. Et donc, quand vous êtes face au justiciable, c'est vous qui allez lui dire, écoutez, je suis vraiment désolée, mais votre affaire, je vais la renvoyer en juin 2024. Parce que je ne peux pas la prendre à cette audience parce que j'ai trop d'affaires, je ne peux pas finir à 2h du matin parce qu'on ne juge pas bien à 2h du matin. En même temps, on n'a plus la place parce qu'on est surchargé partout et donc votre affaire, je vais la renvoyer en juin 2024. Je peux vous assurer que avant de pouvoir dire ça, il faut vraiment, vous êtes piégé, en fait, vous vous sentez piégé par un système qui vous accuse, soit à dire stop, effectivement, et moi je fais partie certains magistrats qui disent stop, peut-être parce que aussi j'ai un regard extérieur, je suis assez nouvellement rentrée, mais quand vous dites stop, vous le prenez aussi en ouvrant parce que voilà, ça ne fait plus sens avec les raisons pour lesquelles vous faites ce métier. C'est une injonction contradictoire dans laquelle... C'est une injonction totalement contradictoire. Et c'est ça qui est un des nœuds principaux. Enfin, ces injonctions contradictoires viennent nourrir cette peine dans les valeurs et dans ce qu'on est venu servir. Et ça s'impose en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est une souffrance éthique, hein, c'est une souffrance personnelle, mais c'est une souffrance éthique. Et pour conclure sur le troisième point, malheureusement, quand vous dites effectivement qu'au final, il y a ce qui se passe au niveau individuel, mais il y a ce que devient un service public, je pense que la grande erreur, il me semble, des magistrats, et peut-être d'autres, c'est de n'avoir rien dit. C'est d'avoir accepté individuellement en se disant mais si on peut faire, on peut faire, on peut faire, on service public, c'est la vérité, etc. De n'avoir rien dit et au final, on porte cette responsabilité quelque part d'un étiolement du service public de la justice. Et le service public de la justice qui s'écroule, c'est pas seulement des hommes et des femmes, parce que nous, on aura toujours une voie d'évitement, partir. Avec notre statut, on peut faire des tas de choses intéressantes en dehors de la juridiction, mais au final, quand il y aura plus de juges, quand la justice... Mais comme l'hôpital, qu'est-ce qu'on voit à l'hôpital? Je pense qu'on n'a pas parlé de l'éducation nationale, hein, mais c'est aussi un sujet. Et effectivement, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça et de comment est-ce qu'on reçoit ça et comment est-ce qu'on le vit à l'intérieur. Et il est important de prendre soin de comment est-ce qu'on l'entend, comment on se ressource. Si les chiffres aussi impressionnants sur le burn-out ont bondi là, pendant la crise Covid, il y a aussi cette notion toutes les ressources ont été parfois l'accès à la forêt, l'accès finalement à la famille, l'accès au sport, enfin toutes les ressources qui pouvaient être individuellement reboostées ont été supprimées. L'isolement. Et puis comment prendre en compte le facteur humain dans un modèle de distanciation aussi. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça et on va vers effectivement un besoin de se reconnecter à ses sens, à son sens et au sens au-delà. Je vous rejoins dans l'économie solidaire, à un sens pour le monde aussi finalement, parce que je pense que quand il y a cet alignement entre qui je suis, ce que je sers et en quoi c'est utile aussi au monde, on retrouve cette flamme et ce quelque chose et il y a un besoin impératif de faire remonter les choses. Ce témoignage, c'est vrai que je me suis un peu mise à nu, j'avoue, dans ce livre, mais c'était volontiers et de tout cœur pour pouvoir libérer la parole et de pouvoir venir ouvrir des débats, ouvrir des questionnements et de dire mais comment on fait autrement, voilà. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut continuer la discussion autour des dédicaces et d'un verre à côté. Merci beaucoup. Mon burn-out fin 2016. Donc j'ai... Ah oui, moi je suis libérée, oui.
Mais j'ai